Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à ce deuxième webinaire d'une série de 3 webinaires. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la caractérisation environnementale de sites. Et puis, je me présente Claudel Babineau-Boulet. Je travaille comme chargée de projet en environnement et en sites contaminés à l'Institut de développement durable Grande Nation Québec-Labrador depuis environ 1 an et demi. Sachez que pour le webinaire présent, si jamais vous avez des questions qui traitent du webinaire ou de sujets là, qui sont en lien avec le webinaire, vous pourrez m'écrire directement à info@iddpnql.ca et mentionner mon nom, ou encore vous allez avoir mon courriel qui va être présenté à la fin du webinaire. Donc, si n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez toujours me les envoyer, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, si jamais j'étais pas capable d'y répondre, je vais m'arranger pour trouver une personne là, qui sera capable de répondre à votre question. Alors, pourquoi suivre ce webinaire et à qui s'adresse-t-il? D'abord, ce qu'on veut, c'est effleurer là, les grandes lignes de la caractérisation environnementale de site pour bien comprendre ce que font les consultants, dans le fond, lorsque le conseil de bande ou un projet va avoir lieu dans la communauté, mais juste de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe exactement et les grandes étapes. Donc, c'est vraiment là, de saisir c'est quoi les grandes étapes de la caractérisation environnementale de site. Puis pour certains, mais ça peut être un rappel de certaines connaissances ou ça par simple intérêt personnel. Puis encore une fois, à qui s'adresse ce webinaire? C'est important de mentionner que si vous êtes consultant en environnement puis vous travaillez en site contaminé depuis les 10 dernières années, ce webinaire-là ne s'adresse pas à vous. Parce qu'on n'ira pas en profondeur, on veut vraiment juste donner un portrait plus global, général de ce que c'est l'évaluation environnementale de site. Mais par exemple, si vous travaillez aux travaux publics de la ville, si vous êtes un gestionnaire en environnement qui travaille au sein de la communauté, je pense que ce webinaire-là peut justement s'adresser à vous pour parfaire certaines connaissances ou peut-être juste vous éclairer là, sur le sujet. Le plan du webinaire, on a 4 grands chapitres qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va parler de la gestion des sites contaminés. On va comparer un petit peu l'approche fédérale avec l'approche provinciale. Par la suite, on va parler des différents contaminants et des sources de contaminants. Ensuite, on va aller dans le vif du sujet avec le 3e chapitre sur les études d'évaluation environnementale de sites phase 1, phase 2, phase 3 et la réhabilitation de sites. Puis finalement, je vais vous présenter quelques outils et guides disponibles en ligne que vous pourrez consulter à la suite du webinaire. Allons-y avec le premier chapitre sur la gestion des sites contaminés. Ici, on va essayer de comparer un petit peu l'approche provinciale, donc du Québec, avec l'approche fédérale, donc du Canada, parce que lorsqu'on parle d'une communauté, on va être sur une juridiction fédérale, tandis que lorsqu'on va être sur territoire traditionnel ou proche de la communauté, on va être de juridiction provinciale. Le but ici n'est pas de faire de vous des avocats. Ce qu'on veut simplement, c'est mentionner qu'il existe une différence dans l'approche fédérale et l'approche provinciale. C'est-à-dire que si on se trouve sur une terre de réserve, donc dans la communauté, il y a une certaine façon de procéder qui va s'appliquer. Tandis que si on est sur un territoire traditionnel, là, ou en tout cas en dehors de la réserve, ça va être une autre approche qui va s'appliquer. Donc, dans les deux cas, il y a des guides, il y a des outils qui sont différents. Par contre, les grandes lignes sont similaires, mais c'est vraiment dans l'application concrète qui, des fois, va avoir des différences. Et avant de commencer une étude, il faut s'assurer de bien comprendre où est-ce qu'on se situe pour savoir à quelle juridiction on va avoir affaire, donc avec quel guide on va devoir s'orienter. Et également, petite parenthèse, dans le présent webinaire, on ne parlera pas directement des territoires conventionnés. Encore une fois, les grandes lignes sont souvent similaires, sauf qu'ici, là, on ne parle pas de territoire conventionné dans le cadre du séminaire d'aujourd'hui. L'approche fédérale, depuis 1999, est une approche en 10 grandes étapes. On va en parler un petit peu plus loin.
Il y a également en 2005 un plan d'action pour les sites contaminés fédéraux, donc le PASCAF, qui a été mis de l'avant dans le but de décontaminer des sites qui, au final, appartenaient ou étaient situés sur des territoires fédéraux. Puis, de façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les recommandations et les outils, les critères vont être mis de l'avant et fait par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement, donc le CCME. Alors qu'au provincial, l'outil de base là, qui est utilisé, qui est la Bible dans le fond de tout consultant, ça va être le guide d'intervention sur la politique de protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. Il y a également un plan d'action qui existe au provincial. Et de façon générale, on va se baser lors des études sur des critères génériques qui ont été établis par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le processus fédéral, comme on expliquait, peut se comparer au processus provincial. Au fédéral, on va avoir 10 grandes étapes. Et puis là, je vais vous parler rapidement des 10 grandes étapes, puis on va pouvoir les comparer puis, avec celles là, qui ont lieu là, au provincial. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on fait une étude fédérale, il va falloir déterminer si le site est suspect. Ensuite, il y a un examen historique qui va se faire, qui s'appelle également l'évaluation environnementale de site, phase 1. Ensuite, il y aura le programme d'essai initial qui correspond à l'évaluation environnementale de site de phase 2. Par la suite, la quatrième étape, qui est une étape facultative, est celle de classifier le site. La cinquième étape est celle du programme d'essai détaillé. Cette étape-là, on peut la comparer à l'évaluation environnementale de site de phase 3. Ensuite, l'étape 6, on parle de reclassification du site. Par la suite, l'étape 7, l'élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de la gestion de risque. Et ça, c'est une étape comparative à celle de la réhabilitation ou la gestion de risque qui est également utilisée au provincial. Huitième étape, mise en œuvre de la stratégie d'assainissement et de gestion de risque, également comparable là, au provincial à la réhabilitation ou la gestion de risque. Neuvième étape, échantillonnage de confirmation et rapport final. Ça fait également partie de la même étape au provincial. Et finalement, la surveillance à long terme, qui est la 10e étape et la dernière, c'est au besoin, qui est également comparable à la réhabilitation ou à la gestion du risque au provincial. Finalement, dernière diapositive sur la comparaison qu'on peut faire entre le provincial et le fédéral. Ici, vous allez trouver quelques lois, quelques politiques ou quelques règlements qui s'appliquent dans chacun des cas. On ne partira pas au travers de chacune des lois et des règlements, mais c'est juste pour vous donner ici là, quelques références si jamais vous avez besoin de vous renseigner davantage à ce qui s'applique dans chaque cas. Ici, vous allez avoir, bon, par exemple, la loi canadienne sur la protection de l'environnement pour le fédéral, la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. Alors qu'au provincial, vous allez avoir bon, la politique de protection des sols, de réhabilitation des terrains contaminés. Vous allez avoir bien sûr la loi sur la qualité de l'environnement qui va être pas mal importante dans tout ça. Et de cette loi-là, plusieurs règlements qui en découlent que vous pourrez aller consulter, dont celui sur la protection et la réhabilitation des terrains, sur l'enfouissement des sols contaminés ou sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés. Passons maintenant au deuxième chapitre. Pour le présent chapitre, on va s'attarder aux différents contaminants et aux sources de contamination les plus récurrentes, donc celles qu'on va retrouver le plus souvent. Lorsqu'on parle des contaminants, on va retrouver plusieurs grandes familles qui vont regrouper là, plusieurs contaminants. D'abord, on va parler des contaminants organiques qui sont généralement composés au moins d'un élément chimique qui serait du carbone. Mais de façon plus concrète, lorsqu'on parle de contaminants organiques, on va parler d'hydrocarbures, on va parler de pesticides, on va parler de solvants et de différents... il y en a d'autres également. Ensuite, lorsqu'on parle de contaminants inorganiques, généralement, c'est un composé qui va intégrer d'une façon ou d'une autre là, un atome métallique.
dans sa structure, mais en bref, on va généralement dire qu'inorganiques, ce sont les métaux. Et ensuite, il y a d'autres contaminants qu'on va moins aborder aujourd'hui parce qu'ils sont moins présents ou de façon moins importante dans l'évaluation environnementale de site, mais on parle des contaminants radioactifs tels que l'uranium et d'autres tels que les virus, bactéries, donc des contaminants qui sont peut-être plus biologiques. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux différents contaminants, puis à la contamination des sols, puis des eaux souterraines? Bien, c'est certain que c'est parce que certains contaminants vont avoir des répercussions sur la santé, sur la faune, sur la flore. Ici, quelques effets, par exemple, là, sur la santé humaine, les contaminants organiques, quand on parle justement d'hydrocarbures, de pesticides, bien, ça peut être des contaminants qui sont cancérogènes. Ils peuvent également provoquer des problèmes de la peau, donc de la chloroacné. Ensuite, les contaminants inorganiques tels que les métaux, ben, on a souvent entendu parler des métaux lourds qui sont cancérogènes et qui peuvent apporter des problèmes de foie, diminution de la densité osseuse, puis bon, beaucoup d'autres problèmes de santé. Puis lorsqu'on pense à la faune, ben, les contaminants peuvent avoir une répercussion autant sur les effets de la reproduction, sur la croissance, sur le comportement. Il peut y avoir des problèmes de bioaccumulation du contaminant et également de la mortalité. Quelles sont les principales sources et activités qui peuvent contaminer? Toute activité industrielle, commerciale qui va utiliser des produits chimiques. On peut aussi avoir des problèmes qui sont liés à une fuite ponctuelle. Par exemple, on a un réservoir d'hydrocarbures, puis il fuit juste un petit peu, mais sur une longue période. Ou il peut fuir une journée, il va se briser, puis il va avoir une grande fuite. Il peut avoir des déversements accidentels ou non accidentels. On peut avoir des problèmes d'enfouissement de liquide ou de solide. On peut avoir des problèmes d'une migration d'un contaminant d'un terrain voisin. Par exemple, quand on est voisin d'une station-service, le problème de contamination, il ne vient pas nécessairement du terrain même qui est contaminé, mais simplement du terrain voisin qui, avec la migration du contaminant, avec le sens de l'eau, avec le type de sol, bien, qui s'est rendu jusqu'au terrain voisin. On peut avoir des problèmes avec les sinistres aussi, un feu, un bris de réservoir. Il peut également avoir des rejets qui sont volontaires dans l'environnement, tels que l'illégal dumping, etc. Il peut être intéressant d'apporter un exemple concret qui s'est passé non loin de Wendake pour un problème de contamination des sols et de la nappe phréatique, là, principalement dans ce cas-là. La problématique a eu lieu à Shannon et c'est un cas qui a été très médiatisé. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il y a eu différents reportages à enquête à Radio-Canada. Il y en a eu un qui a eu lieu en 2009 et un autre en 2017. Si jamais le sujet vous intéresse, je vous ai mis les liens là, sur la diapositive, donc pour aller voir ces reportages-là. Mais en gros, la municipalité de Shannon s'est rendue compte en 2000, après avoir analysé la nappe phréatique, qu'il y avait un problème de contamination au trichloroéthylène. Le trichloroéthylène était utilisé à la base par les militaires de la base militaire là, des forces canadiennes à Valcartier pour laver l'armement. Donc, c'était utilisé à l'intérieur, à l'extérieur. Après ça, les guenilles étaient jetés, puis tout ça. Puis, dans le temps, c'était pas extrêmement bien géré. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la pluie, avec l'eau, la contamination a descendu dans le sol et a fini par atteindre la nappe phréatique. Et ça a pris plusieurs années avant que les gens s'en rendent compte parce que c'est un contaminant qui est incolore, inodore. Par la suite, il y a une augmentation de cancer qui a été observée dans la région. Est-ce que c'est réellement lié? Ça, c'est encore des débats qui ont lieu actuellement. Mais on peut vraiment, avec ce cas-là, illustrer un problème de contamination qui a amené vraiment un débat de santé publique. Et puis, ça permet de comprendre à quel point une activité, même si elle a eu lieu il y a 30 ans, peut encore affecter la santé ou l'environnement aujourd'hui. Donc, le cas du TCE à Shannon, c'est un cas que si vous voulez aller googler ou aller voir les reportages d'enquête, il y a beaucoup d'informations qui existent à ce sujet-là. Puis ça peut être intéressant pour en savoir davantage. Si par contre, on se ramène là, à des contaminants qui sont peut-être plus courants là, dans la vie de tous les jours, d'abord, lorsqu'on parle d'hydrocarbures pétroliers, il va y avoir l'huile à chauffage. Ensuite, on va avoir tout ce qui est essence, diesel, toutes les huiles usées. Par exemple, quand on fait son changement d'huile de l'auto, toutes ces huiles-là doivent être
gérés de façon adéquate, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas ça aller dans le sol, dans le parking, parce que ça, c'est des contaminants qui vont pouvoir contaminer les sols et l'eau souterraine. La combustion est complète aussi quand on fait brûler certains déchets. On va créer une contamination avec la chaleur. Donc, de ce côté-là, également, on peut avoir des problèmes de contamination. Ensuite, on a d'autres contaminants qui sont assez courants. On parle des organochlorés, donc les solvants. Le perchloroéthylène, c'est un produit chimique qui est utilisé dans les nettoyages à sec. Puis avant 2000, les circuits de nettoyage à sec n'étaient pas fermés. C'est-à-dire que souvent, il peut y avoir un rejet du produit qui l'avait dans l'environnement. Et puis, c'est un contaminant qui descend directement dans le sol et qui peut aller se retrouver dans la nappe phréatique. Également, les anciens transformateurs, il y avait des huiles au BPC. Donc, les vieux transformateurs d'Hydro-Québec, si vous en voyez un moment donné qui traînerait quelque part, il faut penser au fait que si ce transformateur-là est vieux, les anciennes huiles pouvaient contenir des BPC, des biphényles polychlorés, et puis ça, c'est une source de contaminants. Ensuite, les métaux. On a par exemple dans les batteries d'auto, on va avoir du plomb, on va avoir différents métaux. Tous les appareils électroniques, leurs composantes, ça peut également être une source de contamination. Sur la photo qu'on voit en bas à gauche, vous avez de la peinture au plomb. La peinture au plomb, c'est pas nécessairement dangereux, mais à partir du jour où elle va commencer à écailler, c'est là qu'on peut voir un danger aussi. Donc, ça peut être un problème à surveiller, la peinture au plomb. Puis finalement, bien sûr, toutes les industries. Ici, on a une photo d'une vieille industrie, mais qu'elle soit neuve, récente ou que ce soit une ancienne industrie, les procédés souvent chimiques vont créer des contaminants et des sources de contamination. Un autre exemple de cas de contamination, celui-ci c'est un exemple de contamination à l'huile de chauffage. Et ce cas-là illustre à quel point des fois quelque chose de banal comme un réservoir d'huile à chauffage peut générer une grande problématique de contamination environnementale. Et puis pour ce cas-là, j'aimerais remercier Marie-Soleil Wezino. C'est elle qui nous a fait part de cette problématique-là qu'ils ont eu dans la communauté à Obidjwan. Donc, en gros, la communauté d'Obidjwan est alimentée par 2 puits d'eau potable. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 2008, lors d'un remplissage d'un réservoir d'huile à chauffage qui est lié à un quadruplex qui s'appelait le quadruplex vert, on se rend compte qu'il manque 8000 litres dans le réservoir, donc il y a eu un déversement très important dans le sol. Donc, suite à cette information-là, il y a une caractérisation environnementale des sols qui se fait et des eaux souterraines. Et puis, on se rend compte qu'il y a 615 mètres cubes de sol qui sont contaminés, et ce jusqu'à une profondeur de 6 mètres. Et on ferme un des 2 puits d'alimentation, celui qui est situé proche du bâtiment, parce que le puits également est contaminé. On tente en 2009, suite à tous ces travaux-là, de relocaliser le puits d'alimentation en eau potable qui a été fermé. Mais pour l'instant, ils ne trouvent pas une meilleure alternative, donc ils l'ont simplement laissé fermer. Une nouvelle campagne d'échantillonnage de l'eau souterraine puis des sols est faite en 2010. Et puis là, on se rend compte que la contamination a migré. Elle est rendue beaucoup plus profonde. On est rendu à 8 mètres de profondeur au lieu de 6 mètres. Puis alors qu'on avait 600 quelques mètres cubes de sol contaminé, maintenant on estime qu'on en a près de 1875. Alors bien sûr, il faut procéder à une réhabilitation. Et puis, lorsqu'on veut faire la réhabilitation, la contamination est tellement profonde, elle est en dessous du bâtiment, que finalement, ça a été plus avantageux de relocaliser complètement le bâtiment, donc le démolir et le relocaliser, et de faire la décontamination, plutôt que de décontaminer en laissant le bâtiment en place. Par rapport au puits, rendu en 2014, le puits qui était laissé ouvert était plus suffisant pour alimenter la communauté de Obidjwan. Donc, ils ont installé un filtre au charbon sur le puits qui était contaminé. Et ça a permis de continuer à utiliser l'eau de ce puits-là pour l'alimentation en eau potable. Et à titre informatif, depuis 2011 jusqu'à 2014, il y avait un suivi biannuel qui était fait de la qualité de l'eau souterraine. Et puis, on avait une concentration qui était largement inférieure aux critères qui étaient recommandés.
mais il garde quand même la filtration au charbon au cas qu'une poche de contamination éventuellement là, passerait là, dans la phréatique ou passerait par le puits d'alimentation. Donc, nous voilà rendus au vif du sujet pour ce webinaire. On va parler des différentes étapes de l'évaluation environnementale de site lorsqu'on fait les études. Avant d'entamer les explications, en fait mes propres explications de qu'est-ce qu'une évaluation environnementale de site, il peut être intéressant de voir c'est quoi la définition officielle. Celle-ci est tirée de l'Association québécoise de vérification environnementale, donc de la QVE. Donc, l'évaluation environnementale de site est un processus systématique par lequel un évaluateur recherche des preuves afin de déterminer si une propriété ou un site est ou peut être sujet à une contamination. Il s'agit donc pour l'évaluateur d'analyser le passé d'un site et de mesurer si les répercussions des activités antérieures et actuelles sur ce site ont un impact environnemental aujourd'hui. Le cas échéant, l'évaluateur environnemental de site procédera à un échantillonnage des sols, des eaux souterraines et d'autres éléments, tels que les isolants, la peinture, l'air, etc., afin de déterminer si le terrain et ou le bâtiment est contaminé ou non. Les ES comportent généralement 4 grandes étapes, soit la phase 1, la phase 2, la phase 3 et la réhabilitation de site. On va donc parler maintenant de chacune de ces étapes-là un peu plus en profondeur. Alors, lorsqu'on est à la première étape s'appelle l'évaluation environnementale de site phase 1, qui équivaut à une genre d'enquête historique. Le but de la phase 1 va être de déceler les signes de pollution de sites réels ou potentiels. Pour ce faire, il va y avoir 4 grandes étapes dans une phase 1. La première étape va être l'étude et la recherche historique. La deuxième étape va être une visite du terrain ou du site en question, des bâtiments de l'extérieur s'il y en a. Ensuite, une entrevue avec quelqu'un qui connaît bien le site. Et finalement, ça va être l'analyse de toutes ces informations-là et le mettre ça dans un rapport. Donc, l'objectif, c'est vraiment de déterminer, en utilisant ces renseignements-là, s'il y a eu des activités sur le site ou dans le voisinage qui représentent un risque de contamination environnementale pour la propriété à l'étude. Et ensuite, s'il y en a, c'est de cibler les secteurs susceptibles d'être contaminés et les sources potentielles de contamination. Et là, on va voir plus en détail chacune de ces 4 étapes-là. Le but de la phase 1, en fait, la première étape quand on parle d'études et de recherche historique, il faut comprendre qu'en ce moment, on n'est pas du tout à une étape intrusive. Il n'y a aucun échantillonnage environnemental qui va se faire sur le site. On ne va pas aller prendre des échantillons. On veut juste connaître l'historique du site, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu par le passé sur le site, quelles sont les activités actuelles. Et pour faire cette recherche-là, on va aller chercher toute la documentation qui est disponible. Dépendamment où est-ce qu'on est situé au Québec, dépendamment si on est sur réserve, hors réserve, l'information disponible peut varier. Mais on va aller fouiller d'abord s'il n'y a pas des titres de propriété pour pouvoir dresser une liste de tous les propriétaires et des locataires qui ont déjà été ou utilisé le site. On va regarder les photographies aériennes, c'est très important parce que les photographies aériennes, on peut remonter plusieurs dizaines d'années dans le passé et voir l'évolution du site, voir s'il y a un bâtiment qui aurait été démoli, voir s'il y a autre chose. On va également faire des demandes d'accès à l'information auprès des différents ministères, c'est-à-dire au ministère de l'Environnement, à Environnement Canada, à la Régie du bâtiment. Bref, on fait plusieurs demandes d'accès à l'information. Et ce qu'on fait, c'est qu'on demande à chacun de ces ministères-là si eux, ils auraient de l'information à caractère environnemental disponible pour le site. Et si oui, de nous l'envoyer. Et ça, ils vont nous la faire parvenir. C'est généralement gratuit. À part pour certaines impressions, il faut payer simplement l'impression du papier qui va être envoyé. Ensuite, il y a les registres de terrains contaminés autant au provincial qu'au fédéral qu'on peut aller vérifier. Est-ce que le site s'est listé sur ces registres-là ou est-ce que le voisin pourrait l'être? On va regarder tous les registres d'intervention d'urgence qui auraient pu arriver sur le site ou aux alentours. Et on va regarder les rapports antérieurs. Est-ce qu'il y a déjà une étude environnementale qui a été faite? Une étude géotechnique, par exemple, quand on construit le bâtiment. Et on va également regarder s'il n'y a pas des cartes, et généralement, il y en a des cartes topographiques, géologiques, pour avoir un maximum d'informations sur l'endroit, les sols, les eaux souterraines, les eaux de surface. Donc, on va vraiment
aller chercher toute cette information-là qui est disponible, que ce soit dans une bibliothèque, que ce soit en ligne, que ce soit auprès des autorités. Et on veut avec ça connaître l'historique du site. Une fois qu'on a fait cette première recherche-là, puis qu'on a rassemblé toutes les informations, on va être rendu à l'étape de l'entrevue et de l'inspection du site. La visite de terrain et l'entrevue là, va se faire avec une personne qui connaît bien le site. Donc, ça peut être un voisin, ça peut être une personne qui travaille là depuis plusieurs années, ça pourrait être un aîné dans la communauté qui connaît bien l'endroit. Et là, on va aller sur le site et on va non seulement poser les questions à la personne qui nous accompagne, généralement c'est la même, puis on va également regarder qu'est-ce qu'on voit sur le site. On va regarder la présence de produits particuliers, on va regarder s'il n'y aurait pas eu de l'entreposage un peu douteux sur le site. Est-ce qu'il y a eu des produits chimiques? Est-ce qu'il y a des hydrocarbures? Est-ce que je remarque s'il y a des taches sur le sol? Ensuite, c'est quoi le système de chauffage? Est-ce que c'est chauffé à l'huile? Est-ce que c'est électrique? Mais si c'est électrique, est-ce que ça aurait déjà été chauffé à l'huile? Parce que ça, souvent, ça peut créer là, une bonne source de contamination. On va aller regarder les drains, les puisards. Est-ce qu'il y a quelque chose de louche? Est-ce qu'il y a des odeurs? On va se demander c'est quoi la nature des activités sur le site. C'est une station-service? Est-ce que c'est un garage? Est-ce que c'est une garderie? Indépendamment des activités, ça peut changer là, vraiment s'il y a un potentiel de contamination ou pas. Ensuite, est-ce qu'il y a du remblai? Est-ce qu'on voit des sols en pile sur le site qu'on ne sait pas trop viennent d'où, d'origine inconnue? Donc, on va vraiment aller regarder tous les éléments qui pourraient révéler la présence d'une contamination potentielle là, ou réelle. Une image vaut 1000 mots. Ici, vous avez quelques indices, par exemple, que vous pourriez regarder lorsque vous allez sur un site. Sur la première photo en haut, vous voyez plusieurs barils. Ça, c'est généralement des drums d'hydrocarbures. Là, on voit qu'ils sont entreposés sur peut-être une planche de bois où on voit des taches. On voit qu'il y a du sol un peu partout, qu'il n'y a pas de dalle de béton. Ça, déjà, c'est un indice qu'il pourrait avoir un potentiel de risque environnemental à cet endroit-là. La photo d'en dessous, on voit une grande pile de sol, on voit un bol de toilette, on voit des débris. Donc là, il faut se poser la question, vient d'où ce sol-là, puis pourquoi il est là? Alors ça devient une source potentielle de contamination ou un risque, comme on dit. Troisième photo, vous avez un tuyau puis un évent qui sort. Ça, c'est associé au réservoir d'hydrocarbures, généralement d'huile à chauffage quand c'est comme ça, mais tout réservoir va avoir un tuyau de remplissage puis un évent. Donc, quand on voit sur une maison 2 trous, par exemple, qui n'ont plus rien dedans, peut-être que c'est les trous qui ont servi avant au tuyau puis à l'évent. Donc, il faut vraiment être très alerte. On va visiter le site puis on regarde tous les indices qui pourraient nous mener à un risque de contamination environnementale. Une fois qu'on va avoir fini la visite, fini l'entrevue et fini de récolter toutes les informations, les documents, reçus, réponses des ministères, etc., mais on va tout prendre cette information-là, on va l'interpréter puis on va la mettre dans un rapport. Il va y avoir plusieurs chapitres dans le rapport. Les chapitres que vous trouvez ici, sommaire, introduction, description du site, etc., ce sont les recommandations de l'Association canadienne de normalisation, donc la norme CSA pour faire des phases 1. Et d'ailleurs, cette norme-là, elle est disponible en ligne. Elle coûte autour de 100 $ et vous aurez le lien à la fin du webinaire si jamais elle vous intéressait. Et le but de ce rapport-là, ça va être bien sûr d'émettre des conclusions et des recommandations. Donc, en gros, il y a à peu près 2 conclusions possibles. Il n'y a pas de signe de contamination sur le site. Alors, on ferme le dossier, donc on n'a aucune recommandation. Ou, il y a des signes de contamination potentielle et ou réelle. Alors, on recommande de continuer l'étude environnementale pour aller faire une phase 2, c'est-à-dire d'aller vérifier de façon plus concrète et plus intrusive à savoir est-ce que les risques de contamination ont réellement contaminé ou pas les sols de la propriété et l'eau souterraine. L'évaluation environnementale de site phase 2 va faire suite à la phase 1. On appelle également les essais initiaux. Puis en fait, c'est une caractérisation préliminaire. Donc ça va être vraiment d'aller vérifier tranquillement les sols ou souterraines. Mais en gros, l'objectif, c'est de déterminer la présence et le degré de contamination dans l'environnement. Fait suite à l'ES phase 1 à l'aide d'échantillonnage environnemental. La phase 2 a également une norme
sur lequel elle se base. Vous allez également trouver le lien là, dans la dernière diapositive du webinaire. Et puis la phase 2 comporte 4 grandes étapes une fois de plus. La première étape, on va parler de planification du programme d'échantillonnage. La deuxième étape va être constituée des travaux de terrain. La troisième étape, on parle d'analyse des échantillons. Et finalement, la quatrième étape, ça va être une fois de plus l'interprétation des données et la mise de ces analyses-là dans un rapport. Donc, la première composante de notre phase 2, on parle de planification du programme d'échantillonnage. On va d'abord élaborer notre programme d'échantillonnage, c'est-à-dire combien de sondages on va faire, combien de forages, où est-ce qu'ils vont être situés. Ça va être quoi les paramètres que j'ai besoin de vérifier pour chacun des forages ou des sondages que je veux faire. Faut savoir que lorsqu'on envoie nos échantillons en laboratoire, ça coûte très cher. Chaque analyse coûte extrêmement cher. Donc, il faut prévoir quelles analyses on va faire, d'abord pour avoir les bons pots sur le terrain, les bons contenants, mais aussi pour faire une sélection, on va dire, réfléchie de ce qu'on veut vraiment faire analyser. Et ensuite, il faut également choisir c'est quoi la technique. Si on est situé dans un sous-sol, si on est à l'extérieur, ben, il y a certaines techniques qui sont plus faciles que d'autres. Qu'on parle de tarière manuelle, ou qu'on parle de forage avec des tranchées ou avec une foreuse. Il existe des petites foreuses, des grandes foreuses. Donc, c'est tout ça qu'on va réfléchir avant d'aller sur le terrain. Et puis, lorsqu'on arrive aux travaux de terrain, donc la deuxième composante de notre phase 2, plusieurs choses à regarder et à respecter. D'abord, on va vérifier s'il n'y a pas des infrastructures souterraines présentes sur le site. Parce qu'avant de forer, il faut savoir s'il n'y aurait pas un aqueduc, une conduite de gaz, un ancien réservoir pour pas qu'on empire la situation environnementale ou qu'on crée simplement là, un danger là, avec du gaz ou avec, par exemple, un réservoir souterrain. Ensuite, on va effectuer le prélèvement des échantillons et l'identification de chacun de ces échantillons-là sur le terrain. Il va falloir qu'on nettoie les instruments selon les lignes directrices des différents guides qui existent au fédéral comme au provincial pour ne pas contaminer nos différents échantillons. Et puis, ce qui est très important sur le terrain, c'est de prendre énormément de notes et de photographies. Donc, tout ce qui est fait sur le terrain doit être documenté pour permettre à la personne qui va analyser après ça ce qui s'est passé sur le terrain soit capable de vraiment comprendre c'était quoi les sols qu'il y avait sur place, où ont été faits les forages. Donc, il y a vraiment un plan du site qui va se faire avec toutes les notes pour permettre d'avoir un maximum d'informations sur ce qui s'est passé sur le terrain. Sur les photos que vous avez, par exemple, vous avez une foreuse sur la première photo et sur la deuxième photo, vous avez un puits d'observation des eaux souterraines qui peut également faire partie des travaux de terrain s'il y en a un qui doit être installé ou être échantillonné. Une fois qu'on est rendu à la troisième composante de la phase 2, on parle ici de l'analyse des échantillons. Dans un premier temps, il va falloir choisir un laboratoire, mais dans les faits, on va l'avoir choisi à l'avance parce qu'il fallait commander des pots. Mais bon, on fait le choix du laboratoire, puis on va également faire le choix des échantillons. Parce que même si on a pris, par exemple, 100 échantillons, on ne va pas envoyer les 100 échantillons. On va envoyer ceux qui sont représentatifs de la situation qu'on vérifie. Donc, on va avoir un papier comme ça ici à remplir, comme vous voyez sur la photo. Il va falloir remplir ce demande d'analyse-là selon le nombre d'échantillons, quels paramètres est-ce qu'on va analyser. Et puis, on envoie ça au laboratoire et on attend les résultats. Alors, la quatrième et dernière composante, interprétation des données et rapports lors de notre phase 2. Donc, cette étape-là va servir à évaluer les résultats, à faire un rapport et émettre les différentes conclusions pour la suite des choses. Est-ce que c'est quoi les différentes conclusions qui pourraient être possibles dans le cadre d'une phase 2? Mais d'abord, on pourrait dire qu'il n'existe aucune contamination aux endroits où est-ce qu'on a fait nos vérifications. Donc, ça serait la fin de l'étude. On peut dire, oui, on a trouvé de la contamination, mais il nous manque encore de l'information pour savoir la portée de l'étendue de la contamination. Donc, on recommande d'aller faire une phase 3, c'est-à-dire de faire une étude supplémentaire. Ou on peut simplement également recommander d'aller faire une réhabilitation directement parce qu'il y a un petit peu de contamination qui est très, par exemple, très bien localisée. Et puis, on est prêt pour une réhabilitation. Donc, si on se dit qu'on s'en va en phase 3 et qu'on recommande la phase 3, mais c'est quoi l'objectif de cette phase 3-là? Ça va être de compléter l'information manquante
lors de la phase 2. Donc, c'est vraiment une suite logique à la phase 2. Elle va permettre, cette étude-là, de mieux définir la nature, l'ampleur et la localisation de la contamination. Et tout ça pour également savoir combien pourrait nous coûter la réhabilitation, il y a combien de sols contaminés, etc., etc. Quelles sont les composantes? On retrouve les mêmes composantes que la phase 2. Donc, c'est vraiment, une phase 3, c'est similaire à une phase 2. C'est vraiment juste pour aller chercher plus d'informations. Parce qu'on va souvent faire des forages complémentaires pour vraiment bien sonder où est la contamination et la circonscrire là, dans un périmètre donné. Donc, on va faire encore une fois la planification du programme d'échantillonnage. On va faire des travaux de terrain. On va faire l'analyse des échantillons. Puis, on va finalement finir ça avec l'interprétation des données et le rapport. Finalement, notre dernière étape, lorsqu'on a statué qu'un site avait un problème de contamination, bien, on arrive à l'étape de réhabilitation ou encore de gestion du risque. Donc, l'objectif ici va être de diminuer les risques liés à la contamination et bien sûr de respecter la réglementation et les réglementations qui sont en vigueur pour le site donné. Donc, on va vouloir décontaminer, confiner ou stabiliser les contaminants dans le sol puis dans l'eau souterraine. Quelles sont les grandes composantes de notre réhabilitation? D'abord, il va y avoir la définition des objectifs de la réhabilitation. Ensuite, on va sélectionner une technique de réhabilitation. Par la suite, on va devoir aller chercher les autorisations nécessaires parce que pour différentes réhabilitations, quand ils sont directement sur le site, il faut des fois avoir des certificats d'autorisation ou différentes autorisations là, des autorités. Et finalement, on va procéder à la réhabilitation. On va faire un suivi et un rapport. Alors, il existe plusieurs techniques de réhabilitation de site. Dans un premier temps, on a les interventions que l'on dit in situ. Une intervention in situ, c'est qu'elle a lieu directement sur le site, là où se trouvent les contaminants. Et on va travailler avec les sols qui vont rester en place, avec l'eau qui va rester en place. Et souvent, on va travailler par injection dans le sol, dans les eaux souterraines. Ensuite, vous avez les interventions qu'on dit ex situ. Donc, encore une fois, on va travailler directement sur le site, mais on va excaver les sols contaminés, puis ça va être sur le site qui vont directement être traités. Quelquefois, on manque de place sur le site où le site va être développé, où il se passe quelque chose. Donc, il va y avoir la troisième façon de gérer les sols, c'est-à-dire la gestion hors site. Alors, les sols vont être acheminés vers un lieu autorisé et c'est là qu'ils pourront être traités éventuellement selon les contaminants et le degré de contamination de ce qu'on retrouve dans les sols. Ensuite, il y a également plusieurs types de procédés. On va parler de 4 grands types de procédés, mais chaque procédé a de nombreuses façons d'être travaillé, dépendamment de quel consultant, dépendamment des conditions, des contaminants, du terrain. Il y a une technique ou une autre qui va être choisie. Mais en gros, on a d'abord les procédés chimiques. Le but du procédé chimique va être d'utiliser des solvants qui vont nous permettre de mobiliser le contaminant, puis ensuite de l'extraire du sol ou de l'eau. Ensuite, on a les techniques physiques. Par physique, on entend soit du tamisage, du lavage, de la solidification du contaminant pour séparer des fois le contaminant d'autres choses. Et ensuite, on a les procédés thermiques, c'est-à-dire qu'on va utiliser la chaleur. On a entre autres la volatilisation, la destruction ou la vitrification des contaminants qu'on va provoquer là, avec la chaleur, comme on disait. Et finalement, la technique qui est, je pense, la plus souvent utilisée, c'est les techniques biologiques, les procédés biologiques qui, elle, est fondée sur la capacité des micro-organismes d'utiliser les différents polluants comme substrat nutritif. Finalement, on a une alternative à la réhabilitation de site. On va parler d'analyse de risque ou la gestion du risque. Le but va, dans le fond, être de couper l'exposition à la contamination pour réduire le risque. Donc, dans un premier temps, il faut identifier sur le site quels sont les différents récepteurs, est-ce qu'ils vont être affectés. Et avec cette information-là, on va faire une étude toxicologique et écotoxicologique, à savoir en quoi ces contaminants peuvent affecter la santé, la faune, la flore, etc. Quand est-ce qu'on utilise cette technique-là?
Ben, c'est lorsque la décontamination complète est trop dispendieuse ou encore quand elle est pratiquement non faisable parce que, exemple, on a des bâtiments qu'on ne peut pas démolir ou il y a un certain danger à aller travailler sur un bâtiment. Donc, au final, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va laisser de la contamination en place, mais on va s'assurer que ça n'affecte pas la santé des hommes, des animaux, de la faune, de la flore aux alentours. Alors ça, c'est une technique qui a été utilisée quand même à plusieurs reprises. Vous avez sur les deux photos de la diapositive un endroit qui est en fait situé à Montréal. Vous avez sur la première photo au siècle dernier une gare de triage qui est située, ou en fait qui était située où sont actuellement les shops Angus à Montréal. Donc c'est une ancienne gare de triage qui a contaminé beaucoup les sols qu'il y avait en place. Et lorsqu'ils ont un développement qui a voulu être fait plus tard dans les... Peut-être, ça doit faire une quinzaine d'années, à peu près une dizaine, quinzaine d'années, ben, ils ont décidé qu'ils pouvaient laisser une certaine partie des contaminants-là en place parce que ça n'allait pas affecter ni l'eau souterraine, ni les habitants qui allaient être autour. Alors, ils ont pu finalement développer à moindre coût l'endroit où il y avait l'ancienne gare de triage. Alors ça, c'est un exemple de gestion du risque. On est présentement rendu au dernier chapitre du webinaire d'aujourd'hui, le 4e chapitre, qui va traiter des outils disponibles et des autres guides, autant au provincial qu'au fédéral. Tout au long de la présentation, je vous ai parlé qu'il existait plusieurs outils et guides qui étaient disponibles en ligne. La plupart sont gratuits et en ligne. Il y en a quelques-uns qui peuvent être coûteux. Les seuls qui coûtent de l'argent, ce sont les normes CSA. Le dernier lien dans la page présente, là, ça coûte environ 100 $. Sinon, pour les autres guides, vous avez le guide d'intervention, le guide d'échantillonnage, les guides de caractérisation des terrains. Donc, autant vous avez des publications provinciales du Québec comme du CCME. Donc, dépendamment, encore une fois, si vous êtes situé sur territoire de réserve, donc de juridiction fédérale, il faut aller vers les guides du Canada. Alors que si vous êtes en dehors de la communauté, vous allez aller vers des guides et des outils qui sont mis de l'avant par le provincial. Vous avez également deux registres et répertoires qui sont intéressants pour avoir un peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'il y a déjà au sein de la communauté comme sites contaminés ou aux alentours. Vous avez donc le lien vers d'abord l'inventaire des sites contaminés fédéraux. Vous allez avoir toute l'information sur les sites qui sont déjà répertoriés. Est-ce qu'ils ont été réhabilités? Est-ce qu'ils sont en voie de le devenir? Et puis également, si je peux vous conseiller un navigateur cartographique qui est vraiment facile à utiliser. Puis avec ça, on va vraiment pouvoir voir les différents sites contaminés qui sont situés sur des territoires fédéraux. L'autre répertoire, c'est celui provincial. Vous allez donc chercher par communauté. Vous allez pouvoir rentrer par exemple Wendake ou Pessamit. Et puis on va les sites, comment ils ont été enregistrés, ça va vraiment être par communauté ou par ville. Donc, vous pouvez aller fouiller un peu là-dessus, puis vous allez être capable d'aller trouver un petit peu plus d'informations. Alors, c'est tout pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que ce webinaire-là est le deuxième webinaire d'une série de 3. Donc, il y en aura un troisième qui est également disponible sur notre site Internet. Et les webinaires seront disponibles en anglais également. Si jamais vous avez des questions, s'il y a une partie qui n'est pas claire, si vous voulez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à nous écrire à l'Institut. Vous pouvez m'écrire à moi directement à l'adresse courriel qui est écrite ici sur la page ou comme je vous disais, vous pouvez écrire à info@iddpnql.ca pour des questions d'ordre plus général, puis vous allez être référé là aux bonnes personnes. Alors, je vous remercie pour votre écoute, votre attention. J'espère que vous aurez trouvé un peu d'informations qui vous intéressaient dans ce webinaire. Et comme je vous disais, n'hésitez surtout pas pour m'écrire ou pour nous appeler si vous avez des questions.